Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la première édition du Kems Talk où nous allons discuter de divers sujets, actualité, développement personnel. Et surtout aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Jay Sharper qui va nous faire l'honneur de pouvoir nous expliquer qui se cache derrière ce nom, qu'est-ce qu'il a accompli jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole, monsieur Jay Sharper. Merci Jessie pour la parole. En tout cas, bonjour. Merci de me recevoir ici. Merci à toi pour l'opportunité. Ouais, le plaisir est partagé. Donc, si moi je dois me décrire en 2-3 mots, je suis coiffeur. Ça, c'est au niveau professionnel. Hein. Ouais. Je suis coiffeur. Je suis aussi un passionné d'art, justement, parce que ça m'a juste clarifié que la coiffure, c'est de l'art. Enfin, le mot du barbeur, c'est de l'art. Donc c'est pour ça en fait qu'on a décidé de faire ça ici pour une première édition, pour un peu discuter à propos du domaine de la coiffure, justement, le domaine que j'excelle, enfin dans lequel j'excelle, dans lequel j'ai sacrifié en fait, consacré une bonne partie de ma vie. Donc j'aimerais bien en fait qu'on puisse développer par rapport à ça. Ok. Mais écoute, je te propose qu'on puisse retracer un peu ton parcours. Alors moi, ce que j'aime faire lorsqu'on retrace le parcours d'un homme ou d'un artiste, parce que tu m'as parlé d'art, c'est de pouvoir retracer vraiment déjà d'un point de vue familial. Donc parle-nous déjà un peu où est-ce que tu as grandi, dans quelles conditions, as-tu des frères et des sœurs, et on va essayer vraiment de retracer jusqu'à ton apogée aujourd'hui. Ouais. Alors moi j'ai grandi dans la province de Liège, une ville qui s'appelle Verbé. D'accord. Petite ville, dans une famille de 4 enfants, 4 garçons, mon père est 4 garçons, famille séparée, mais comment dire, on a grandi dans une ambiance familiale assez simple, on va dire. Mon père était très impliqué dans l'éducation, donc je trouve qu'il nous a vraiment très bien éduqués, il nous a vraiment transmis des valeurs qui me suivent jusque maintenant, que j'ai pu appliquer dans ma vie, qui font de moi l'homme que je suis maintenant. D'accord. Et si je comprends bien, parce que dans ton discours, tu as pas mal parlé de ton papa, bon, nous on se connaît quand même personnellement, est-ce que c'est parce qu'il a manqué une maman dans le cocon familial, tu as grandi seulement avec un père, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi j'ai grandi, j'ai été élevé par mes 2 parents jusqu'à mes 11 ans, 12 ans, donc, et puis par la suite, malheureusement, ils se sont séparés. Donc j'ai grandi dans une famille assez monoparentale. Bon, je dirais pas que c'était monoparental, vu que j'avais quand même une belle-mère qui était là quand même pour assurer ce rôle de mère. Mais on a grandi avec notre papa qui nous a élevés, qui a fait du mieux qu'il pouvait pour nous élever, tous les 4. Donc voilà quoi. Merci. Et du coup, tu nous as parlé concernant ta famille. Combien de frères et sœurs as-tu? Est-ce que tu es l'aîné? En tout, nous sommes, si je dois compter du côté de mon papa, nous sommes 4. Et du côté de ma maman, on est 7. Donc 6 garçons et une fille. Donc très grande famille. Ouais, très grande famille. Famille nombreuse. Et si on devait un peu discuter de l'adolescent ou de l'enfant Jay ou Joshua pour les intimes, est-ce que tu te situerais comme quelqu'un de calme, posé, turbulent, si tu devais un peu te revoir toi dans le passé? Si je dois retracer un peu mon parcours étant enfant, je dirais que je suis plutôt une personne assez réservée, assez artistique, parce que mon père avait de suite détesté cette fibre artistique, donc il m'a un peu inscrit dans différents cours d'art, comme les beaux-arts, comme aussi les conservatoires, justement pour un peu développer ce sens-là. Je ne savais pas trop ce qui me ferait plaisir. Et en même temps, lorsqu'on était plutôt à la maison, vu que c'est lui qui nous coiffait et tout, j'ai eu comme un déclic, j'ai ressenti comme que la coiffure me passionnait vraiment, sans pour autant penser que plus tard j'en ferais mon métier. Mais donc voilà, étant enfant, je dirais que j'étais plutôt un enfant assez curieux d'apprendre sur divers domaines, comme la géographie, comme aussi l'histoire aussi. Donc je pense que j'étais vraiment un enfant assez éveillé, je veux dire, plutôt calme, mais qui restait plutôt dans son coin. Mais voilà, quand même bien grandi, on va dire. Mais d'ailleurs, tu viens d'aborder ici géographie, histoire. Quel a été ton parcours scolaire? Parcours scolaire, j'ai terminé mes secondaires avec un CSS en comptabilité.
Ensuite, après cela, j'ai entamé un bachelier en commerce extérieur que j'ai terminé après quelques années, mais bon. La finalité, c'est que j'ai quand même réussi. C'est de terminer totalement. Ouais, la finalité, c'est que j'ai quand même réussi mon parcours. Et ce qui est plus drôle, en fait, c'est que quand on pense que lorsque j'ai eu mon diplôme, en fait, le problème, c'était que je n'arrivais pas à trouver du boulot directement dans ma filière, quoi. Donc je me disais que les études que j'avais entamées, que j'avais suivies justement, ne me serviraient pas à grand chose. Vu que j'étais pas dans ma filière, c'est comme la coiffure et tout. Mais de fil en aiguille, maintenant que le salon a été mis sur pied, ben, je vois en fait. On avance un peu trop vite. Il faut pas encore qu'on en discute. On est encore dans l'historique, dans les prémices. D'accord. Donc ouais, j'ai terminé avec un bachelier en commerce extérieur. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as commencé à travailler quand même dans ce monde-là au tout départ ou tu t'es directement redirigé vers autre chose? Lorsque j'ai terminé mon bachelier, en fait, ma première destination en fait était Bruxelles. Vu que ma mère, elle habitait à Bruxelles et mon père à Verviers. Donc je me suis dit, bon, lui, étant donné que Verviers c'est une plus petite ville, je me suis dit que je vais plutôt me diriger vers Bruxelles pour avoir plus de chances de trouver un boulot dans le domaine. Mais à ma plus grande, pas ma plus grande surprise, parce que vu que, étant donné que je sais bien que Bruxelles c'est quand même une région où le néerlandais est fort parlé et fort demandé aussi dans le milieu professionnel. Donc je me suis dit, je vais quand même aller là-bas pour voir. C'est vu qu'étant donné que j'avais aussi l'anglais, donc je me dis que voilà, ça aurait été facile pour moi de trouver du boulot dans ce domaine-là. Mais finalement, à ma plus grande surprise, bon, je vais être honnête aussi, j'ai pas vraiment poussé la recherche plus loin parce que je me dis, c'était une matière qui me plaisait, mais vu que c'était une matière assez vaste, j'étais un peu perdu dans le sens où comment entamer une recherche. Est-ce que c'est plutôt les banques? Est-ce que c'est plutôt de l'import-export que je voulais faire parce que c'est le domaine du commerce extérieur. Donc, j'ai commencé mes recherches, mais sans trop me tarder dans mes recherches, j'ai décidé de travailler chez Zara pour essayer de me poser et pour essayer de penser par la suite mon plan d'action par rapport à ce que je veux vraiment faire en fait au niveau par rapport dans ma vie en fait. Ok. Et tu nous as parlé aussi que quand tu t'es décrit au tout début, que la coiffure était un mot qui pouvait te décrire. Comment est-ce que tu as commencé à coiffer exactement? Dès l'adolescence, comment t'es venue cette passion? Dis-nous-en un peu plus. Si je dois tracer en fait mes premières expériences au niveau de la coiffure, si moi personnellement, ça remonte en fait parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait mon père en fait avait l'habitude de nous couper. C'était notre coiffeur de la maison. C'est pour ça qu'on était souvent coiffés en fait comme ça. On a toujours baigné dans cet univers-là. Et mes premières approches en fait, je me rappelle en fait le jour où mon père me coiffait et je lui avais demandé, papa, est-ce que il était justement en train de me coiffer. Je lui dis, papa, est-ce que tu sais me montrer, m'apprendre à coiffer comme ça, comme un petit enfant, tu vois. Et j'avais peut-être 11-12 ans. Et ensuite, il m'a dit, ah, tu veux coiffer? Ok. Ce qu'il a fait, en fait, ça m'a surpris jusqu'à maintenant parce que j'en regarde encore l'image en tête. C'est qu'il m'a fait lever, il a pris la cape, il s'est mis la cape, il m'a tendu la tondeuse. Il m'a dit, voilà, c'est comme ça qu'on règle une tondeuse. Les sabots, c'est comme ça qu'on les utilise et tout. Donc là, je peux dire que c'était mes premiers pas en fait dans le domaine de la coiffure, du barbeur. Donc ensuite, mon grand frère aussi, vu qu'on était très proches et qu'on partageait en fait beaucoup d'expériences aussi ensemble, donc on a commencé à se coiffer mutuellement. Donc au fur et à mesure, on commençait à s'appeler, ouais, non, moi je suis coiffeur, nanana et tout. On charriait comme ça, mais sans s'en rendre compte que ça suscitait quelque chose en moi qui grandissait d'année en année parce que j'ai commencé les années suivantes à commencer à investir plus dans le domaine, commencer à acheter du matos, commencer à plus faire des recherches sur internet et tout. Donc si je dois vraiment retracer mes premiers pas dans le monde du barbeur, je pense que je dirais plus vers l'âge de 15-16 ans. Ok. 15-16 ans. Donc là, c'était vraiment plus une passion à la maison. Et ensuite, quand est-ce que tu as réellement commencé, par exemple, dans un salon
Quelle a été la suite par rapport à ça? La suite, c'est que quand j'ai commencé comment dire, au niveau au niveau des secondaires, j'étais un peu en manque d'argent, comme tout adolescent. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais commencer peut-être à me créer un petit side business, comme ça je pourrais commencer à récolter quelques 5 euros. Et je me rappelle à l'époque, le prix c'était 5 euros. Donc c'était pas si cher que ça, mais ça me permettait aussi de plus me concentrer sur la technique, commencer aussi à investir de nouveaux matos, commencer aussi à vivre ma vie d'adolescent, sans pour autant me dire que c'est vraiment ce que je vais faire. Mais comme j'ai dit au début, je suis quelqu'un de très curieux en fait. À partir du moment où j'ai une idée en tête, en fait, je commence, mais il faut que ça se termine en fait, parce que sinon je suis pas calme. Ouais. Donc voilà quoi. Donc là, ici, tu as commencé à ce moment-là, et quand est-ce que tu as vraiment travaillé dans un salon alors? Et je me rappelle, la première fois que j'ai approché un salon, c'était à Verviers. C'était justement aussi quand j'avais commencé mon bachelier. J'avais approché un salon avec la plupart des coiffeurs, parce qu'à Verviers, il faut savoir que c'est une petite ville, pas beaucoup de coiffeurs. Donc j'ai approché ce salon et tout en leur proposant mes services. Et au départ, les gens étaient apeurés, en fait. Ils se disaient, est-ce qu'il va me rater, est-ce qu'il va bien me coiffer? Donc les gens étaient un peu réticents par rapport au fait que je puisse les coiffer, quoi. Que je pouvais comprendre, parce que quand l'inconnu en fait fait toujours peur. Donc c'est là ma première approche dans un salon, sans pour autant me dire je vais en faire mon métier. Ça qui est le plus important, parce que je m'investissais dans le domaine sans pour autant me dire que demain, lorsque je termine l'école, je vais devenir barbeur. Ok. Et à quel moment tu t'es dit tu vas devenir barbeur alors? Donc là, on passe l'épisode du bachelier. Ouais. Et à ce moment-là, on se retrouve à Bruxelles. Voilà. Donc, j'en reviens au fait que je n'ai pas pu ou su trouver du boulot. Donc après ça, je me suis dit, bon, je vais postuler chez Zara. Et la première lorsque j'ai postulé la porte de Zara, justement, ça tombait bien, parce qu'il y avait le Toison d'Or qui ouvrait ses portes. Et ils étaient à la recherche de personnel. Alors j'ai laissé un CV. Et je pense qu'un jour après ou 2 jours après, j'ai directement été engagé. Sauf que le contrat qu'on me proposait, c'était à mi-temps, à 20h. Avec un 20h, bon, je vivais encore chez ma tante, parce qu'ici, quand je suis arrivé ici, j'ai vécu directement chez ma tante. Et il me fallait des sous pour survivre, parce qu'avec un 800 euros, je pense que il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Alors je me suis dit, bon, j'ai quand même quelques notions de coiffure pour essayer de arrondir les fins de mois, enfin compléter les fins de mois, parce que arrondir c'est un complément très minime. Moi je dis, pour compléter en fait le salaire que j'avais chez Zara, je me suis dit, bon, vu que ma mère aussi à ce moment-là avait aussi un salon de coiffure à Matongué, je me suis dit, bon, je vais lui proposer de prendre une chaise là, comme ça va m'aider aussi à augmenter un peu mon salaire. Et à te développer petit à petit. Ouais, c'est ça. Donc là, j'avais encore le matos que j'utilisais quand j'étais à Verviers. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre une petite partie. Et arrivé au salon là-bas, en fait, les coiffeurs en fait qui étaient là, justement, ils gênaient un petit peu, parce que dans le sens que j'étais nouveau, j'avais pas de clients, je prenais un peu de place et tout. Donc après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai été coiffé en fait au grenier, enfin au deuxième étage au-dessus. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes clients comme ça. Et quels ont été les premiers retours? Premier retour, ce qui est bien dans la coiffure en fait, c'est que c'est beaucoup du bouche à oreille. J'avais pas un mauvais niveau, mais bon, je veux dire que, et aussi à l'époque, il faut savoir que le niveau de la coiffure maintenant n'était pas le même à l'époque. Plus élevé aujourd'hui? Beaucoup plus élevé. Tout ça grâce au réseau, et aussi grâce à la rapidité des informations qui circulent, notamment grâce à Instagram, TikTok et tous les réseaux qui nous sont mis à disposition. Je pense que c'est un très bon outil qui a fait en sorte que le monde du barbeur a pu évoluer, et qu'aussi le prix a pu aussi voire tripler, voire doubler, voire tripler, voire quadrupler au fil des années. Je pense que c'est ça l'évolution.
Ok. Et la suite après ça, tu travailles donc un peu avec ta maman, tu es toujours au Zara. À quel moment tu te dis, bon, je commence à prendre quand même pas mal d'expérience, je commence à grandir et j'ai envie peut-être de mettre un peu le Zara de côté. À quel moment est-ce que tu as ce déclic? Le déclic en fait m'est venu lorsque un jour je commençais un peu à saturer du Zara. Et petit à petit je commençais à me faire ma clientèle. Et il y a le 105 qui ouvre, 105 Barber Baptiste, et je pense que pour moi le premier barbershop, enfin pour afro je veux dire, qui a pu aussi ramener en fait cet air nouveau en fait, cet air frais en fait, au niveau de l'endroit, au niveau de la beauté de l'endroit, dans les débuts, hein, je veux dire. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, bon, j'ai un ami à moi en fait qui est venu me trouver. D'abord mon frère est venu me trouver en me disant que, écoute, moi je vois le travail que tu fournis, mon grand frère, hein, qui s'appelle notamment Aristote, que je salue d'ailleurs. Il a quitté Liège justement pour venir jusqu'à Bruxelles en me disant qu'écoute, voilà, je vois comment tu galères et tout. Et il me dit pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas à 100% dans la coiffure? Alors moi je réponds ouais, mais non, écoute, moi j'ai un diplôme et tout, nanana, moi je peux, tu vois, la coiffure, ceci, cela, ici à Bruxelles, en Belgique. J'étais un peu pessimiste en fait, tu vois, j'étais pas très optimiste. Mais il me dit, tu sais, la vie, c'est oser, tu vois. La vie, c'est apprendre, enfin, c'est oser se lancer. Si tu n'arrives pas, si tu échoues, mais c'est pas grave, tu recommences autre chose. Mais si tu n'oses pas, tu ne sauras pas, tu vois. Et étant donné que mon grand frère en fait a toujours été une personne de référence par rapport à moi, et que je l'ai souvent écouté au niveau de mes choix, bon, ceux qui a payé jusqu'à maintenant, parce que lorsque je vois tout ce qui a pu être accompli jusqu'à maintenant, ben, je vois que il a été de bons conseils jusqu'à maintenant. Enfin, depuis mon temps d'enfance, ma tendre enfance et tout, il a toujours été de bons conseils. Donc, c'était la première personne vraiment qui m'a fait shifter de mindset. Alors, je lui dis, je réponds, alors, si il faut que j'en fasse mon métier, mais il faut absolument que quelque chose en fait me donne l'envie en fait d'en faire mon métier. Parce qu'ici, je vois pas, ça me donne pas envie parce que je travaillais à Matangué, tu vois. Il y avait rien, ni personne, ni aucun salon en fait qui me donnait vraiment l'envie de devenir en fait coiffeur ou barbeur. Alors je me dis, étant donné que mon meilleur ami aussi avait des contacts là-bas aux États-Unis, vu que lui avait déménagé aux États-Unis, alors il m'a dit, écoute, tu sais quoi, moi je connais un salon ici qui s'appelle Élégance, je peux parler avec eux pour que tu puisses venir faire une formation. Ça, tu vois un petit peu comment ici ils travaillent. Parce qu'il me dit, et j'en suis sûr que tu vas pas revenir la même personne que quand tu seras arrivé ici. Petite question, donc là le salon Élégance dont tu parles, c'est situé aux États-Unis? Aux États-Unis, okay. Ouais. Alors je lui dis ok, alors là directement je prends mon billet, je dis à mon frère ok, ben, je vais faire le voyage. Et si ce voyage là il est concluant, ben, là je reviens et je me lance à 100%. Ce qui a été en 2017, je m'en rappelle encore, novembre 2017, je prends mon billet. Alors je m'envole pour les États-Unis d'Amérique, Los Angeles. Arrivé là-bas, Élégance. J'arrive devant chez mon ami qui me fait un peu visiter la ville, Los Angeles et tout. On fait un peu le tour des quartiers et tout. Et ce qui m'a vraiment fort frappé, c'est que il y a beaucoup de barbershop, beaucoup. Mais quand tu vois le professionnalisme en fait des coiffeurs, ça te fout une claque en fait. Ça t'ouvre l'esprit. Ouais. Alors à partir de ce moment-là, j'ai rendez-vous en fait au salon Élégance justement pour mon premier jour de formation. Ils m'ont présenté au groupe et tout. Directement dès que je suis rentré, l'atmosphère qui régnait là-dedans, c'était magique. Je pense que tu peux nous en dire un peu plus quand tu dis en termes d'atmosphère, qu'est-ce qui te frappe directement? Ce qui me frappe, c'est en fait lorsque tu rentres ici chez Kemen's Grooming, dans un salon qu'on a mis sur pied, bah, tu verras directement. Mais si tu vas aux États-Unis, tu verras directement en fait l'impact que ça a eu sur moi. Dès que je suis rentré là-bas, j'ai vu des barbeurs en fait qui étaient très professionnels. Je pense que je n'avais jamais vu ça auparavant. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et je pense qu'il fallait absolument que je le voie de mes propres yeux pour ainsi me faire une idée, pour me dire en fait c'est possible aussi de vivre de la coiffure, c'est possible en fait de vivre en fait comment dire
comment dire, de la coiffure et de coiffer les gens et être bien dans la vie, quoi. Et peux-tu nous détailler vraiment, parce que tu as cité 2 fois le professionnalisme, mais tu ne nous as toujours pas dit qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Parce que tu parles de professionnalisme, mais qu'est-ce qui te marque? La ponctualité, c'est l'endroit, c'est l'accoutrement, c'est, je sais pas moi, les chaises, la manière dont le salon a été fait. Qu'est-ce qui te frappe en fait? Ouais, je dirais plus la disposition des coiffeurs, la manière dont ils travaillent, parce que pour la première fois de ma vie, je voyais des barbeurs en fait travailler avec des gants. Ok. Des gants noirs. Ce type de détail. Ouais, ce type de détail. Et il y avait aussi au niveau de la propreté, beaucoup de. Ça change de Matongé. Ça change notamment. Beaucoup de. Comment dire, au niveau de l'échange entre le client et le barbeur, en fait, il y a beaucoup de respect. Et je me suis vite rendu compte en fait que les États-Unis, en fait, la culture du barbeur, de la coiffure, en fait, elle est là-bas. Ok. Et ça m'a marqué parce que dans le sens que lorsque je fais la différence entre la Belgique et là-bas, la Belgique et les États-Unis, bon, c'est vrai qu'on va me dire que voilà, là tu vas trop loin. Mais je pense que si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas eu le même mindset que j'ai maintenant. Okay. Je n'aurais pas pu développer en fait d'autres choses. Ma vision, en fait, je pense qu'elle aurait été très améliorée, très rétrécie, dû au fait que je n'aurais pas eu cette expérience-là. Et je pense que le voir sur les réseaux, c'est une chose, mais le vivre personnellement, ça te change complètement toute ta vie. Et moi, ça m'a changé complètement. Et voilà. Et j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant. Quand tu dis que du coup, toi, tu as une double vision par rapport à ton expérience aux États-Unis, est-ce que par moment, ici, des fois en Belgique, tu te sens incompris par rapport à la vision, les choses que tu veux mettre en place? Je peux donner un exemple ici par rapport à la planification des rendez-vous, parce que je sais que tu as été un des pionniers par rapport à ça aussi en Belgique. Est-ce que tu te sens incompris un peu par moment ici dans le monde des barbeurs en Belgique? Je veux dire que je l'ai été à mes débuts, parce que faut savoir que lorsque je suis revenu des États-Unis, mon mindset, ma réflexion avait totalement changé. Alors, dès que je suis revenu, en fait, j'ai directement mis en place en fait le même système que le salon élégance, justement là où j'étais. Et mais le rendu, en fait, comment les gens l'ont reçu, pour donner un exemple, en fait, quand je suis revenu, en fait, j'ai directement mis en place les rendez-vous. Ce qui n'était pas chose courante, en fait, justement à Matongé. Mais les gens ont commencé à me dire oui, non, il fait la star parce que il commence à prendre les gens par rendez-vous, il se prend pour qui, ce mec est trop logique, ceci, cela. Et moi, ça m'a un peu affecté parce que, d'une part, ça m'a affecté parce que dans le sens que je me dis que est-ce que il y a que moi en fait qui voit qu'il y a un problème, mais d'une autre part, je me suis dit bon, ça prendra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. De fil en aiguille, on y arrivera. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'étais un peu pratiquement le seul jeune qui travaillait à Matongé. J'ai aussi eu beaucoup de critiques par rapport à ça, en disant que mais qu'est-ce que ce jeune fait là à Matongé en train de coiffer? Il devrait normalement travailler pour, je sais pas quels sont les, comment dire, moi comme je dis, il n'y a pas de sous-métier. Mais je pense que moi, ce qui me dérange le plus, c'est que les gens prennent plus la coiffure comme un métier tremplin, comme un second métier, comme ça, qui est juste pour arrondir les fins du mois. Mais ils ne prennent pas ça vraiment comme un vrai métier, notamment dans la communauté. C'est un gros problème. Moi, ça m'a valu des rabaissements, des insultes par moment. Les gens qui me disaient que j'allais terminer comme les vieux de la galerie qui étaient juste là en train de parler de politique, de parler de football, en train de crier, mais que rien ne concret. Et moi, j'avais cette volonté-là de leur prouver que non, moi j'ai une vision, et ma vision, en fait, je vais la mener à son terme. Totalement. Parce que voilà. Et si justement, pour appuyer ce que tu dis, pour peut-être dire à ceux qui suivent aussi et ceux qui ne savent pas, au final, qu'est-ce que ton bachelier justement t'a apporté aussi dans ce domaine-là? Parce qu'il y a des choses que ça a pu t'apporter aussi dans la vision, dans la manière de visualiser les choses aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Mon bachelier, en fait, m'a réellement apporté cette vision un peu plus business, enfin beaucoup plus dans le sens de la gestion aussi d'entreprise.
dans le sens aussi de la gestion de projet, parce que moi, lorsque j'étais en dernière année, on a dû monter un projet. C'était une création d'une entreprise, d'un produit. Et je me rappelle à l'époque, on devait tout faire de A à Z. Donc de la création de l'entreprise jusqu'à la gestion, jusqu'à la mise sur pied de l'entreprise justement et du projet. Ben, lorsque je fais le flashback, en fait, je me dis, je suis carrément en train d'utiliser toutes les notions que j'ai apprises à l'école. Et c'est ça, en fait, que je me dis, ça n'a pas été une peine, du temps perdu. Totalement. Lorsque c'est pas ce que moi, je m'étais dit au début, je m'étais dit que voilà, j'ai fait 3 ans de bachelier en commerce extérieur, mais bon, regarde, maintenant je suis coiffeur, sans pour autant me dire que ça allait me servir un jour. Totalement. Si je te donne une date au hasard comme ça, je te parle du 5 novembre 2021. Est-ce que ça te parle d'abord? 5 novembre 2021. Si on parle juste de la date, 5 novembre, c'est l'anniversaire de ma filleule, ma nièce, et c'est aussi la naissance en fait de Kemal Zouming, barbershop. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom, Kemal Zouming? Parce que pour ceux qui ne savent pas, comme tu vas nous annoncer ici, Kemal Zouming, c'est un peu ton bébé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? D'où est venue cette idée? Explique-nous un peu le processus. En fait, comme j'ai pu le relater en fait tout au long de cette entrevue, moi mon obsession en fait, ma passion, ça a toujours été en fait d'améliorer en fait ce côté-là en fait, la manière dont les gens perçoivent la coiffure au sein de la communauté justement, parce que moi la majorité, une grosse partie de ma clientèle en fait est afro, et je pense que ce que je maîtrise le plus c'est la coiffure afro. Alors Kemet en fait c'est un mot qui veut justement dire terre noire, qui était plutôt relaté à l'Égypte ancienne, mais moi j'ai juste repris en fait l'étymologie du mot terre noire. Et grooming en fait c'est l'art de prendre soin de soi au masculin. Donc j'ai fait un mélange de ces deux mots là justement pour justement démontrer en fait que c'est une nouvelle ère en fait. C'est une nouvelle ère, on rentre dans une ère en fait où le coiffeur, le barbeur afro, on va dire, sera pris au sérieux, tu vois. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant, et ne pas plutôt mettre mon Jay Sharper barber ou Jay barber, parce que je pense que ça va bien au-delà en fait de moi simplement. Je pense qu'on rentre aussi dans le, comment dire, dans rendre un peu à la communauté en fait, essayer vraiment d'améliorer les choses au sein de la communauté. S'il y a des problèmes vis-à-vis de la propreté, on va corriger. S'il y a des problèmes au niveau comment dire, de la ponctualité, on va corriger. Moi, c'est vraiment ça que j'avais à cœur lorsque j'ai commencé à poser sur papier justement le projet. C'est vraiment ça qui me frappait, en fait, qui résonnait en moi. Tu vois, donc c'est ça que ça veut dire. Je te sens beaucoup très ému quand tu parles de ça. Et peux-tu nous dire, parce qu'aujourd'hui ça fait quand même 2 ans et demi que tu as ouvert le salon, quelles ont été les difficultés peut-être que tu as rencontrées, parce qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent entreprendre aussi, qui des fois se disent, bon ben comme tu disais, voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux on pense que tout est facile, alors qu'il y a quand même un certain processus. Quelles ont été tes difficultés rencontrées pour l'aboutissement de ce projet? C'est vrai qu'au départ, lorsqu'on a ouvert le salon pour le premier jour, bon, le 6 novembre du coup, là on était tout feu tout flamme, il y avait encore des papillons dans le ventre, on était comme dans le monde des bisounours, tout allait bien. J'avais sélectionné en fait les premières personnes en fait avec qui j'allais commencer l'aventure, et je pense que les premières difficultés en fait c'était vraiment de pouvoir se mettre dans la peau d'un entrepreneur, parce que je vous jure c'est pas facile, parce qu'au départ il y avait des choses même que
je ne savais pas en fait que tu découvrais au fur ouais, que je découvrais au fur et à mesure du temps, mais aussi que je savais pas que ça aurait été aussi difficile. La gestion humaine déjà de un, je pense que c'est le domaine le plus difficile à gérer au sein d'une entreprise. Gérer en fait les émotions, gérer en fait les égos de chacun, gérer en fait faut apprendre aussi à être assez comment dire. Du coup, tu nous parlais là tantôt de la ponctualité. Comment gères-tu cette ponctualité avec tes clients ou avec tes coiffeurs dans ton salon? Je veux dire que la ponctualité, c'est un des points sur lesquels j'insiste le plus, où je suis assez, comment dire, je suis assez exigeant, on va dire, mais comme on dit, le quart d'heure académique est toujours autorisé. Mais au fur et à mesure des années, en fait, j'ai su comment dire, avoir une clientèle en fait qui respecte beaucoup les rendez-vous et les heures de rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est un problème qui persiste, et je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine de la coiffure, c'est un peu dans tous les domaines, mais il faut juste être ferme à ce niveau-là et taper du poing sur la table quand il le faut, quoi. Et est-ce que tu trouves qu'on doit l'accepter quand, par exemple, tu me dis ici que c'est pas seulement dans le domaine de la coiffure et que c'est peut-être quelque chose qui est répandu, si je parle ici seulement au sein de la communauté, quel est ton avis, toi, sur la situation? Non, l'accepter, non, parce que l'accepter, ce serait aussi permettre aux clients de continuer, en fait, ou peut-être par peur d'avoir un manque à gagner. Mais je pense qu'à partir d'un moment, il faut se faire respecter, parce que le respect, le respect, ça se prend, en fait, ça se réclame pas. Je pense que à partir d'un certain moment, lorsque une personne est systématiquement en retard, on se doit de lui dire. Et je pense que la clientèle aussi, à partir d'un certain moment, il voit aussi le sérieux du coiffeur. Si le coiffeur lui-même systématiquement en retard, je pense que la clientèle aussi se dira, bon, si lui le fait, pourquoi pas. Et en parlant de respect, te sens-tu respecté aujourd'hui par la plupart des personnes qui viennent se coiffer chez toi ou Par rapport au respect, bon, je pense que j'ai souvent fait des coups de gueule sur les réseaux. Je pense que je me suis assez exprimé à ce niveau-là. Mais je pense que petit à petit, je commence vraiment à avoir une clientèle qui respecte en fait mon travail, tout simplement, parce que je pense que le manque de ponctualité ou arriver en retard, on peut arriver en retard, mais à partir du moment où tu préviens, c'est bon. Mais à partir du moment où si tu ne préviens pas, tu ne viens pas et que tu ne dis rien, tu ne tiens pas au courant, je pense que c'est vraiment tu prends pas au sérieux mon boulot, tout simplement, quoi. Et j'aimerais aussi aborder un point, parce que je suppose que beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui se posent cette question. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux là tantôt, du fait qu'aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux, tout est ultra rapide, tout est très accessible. Toi, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, tu es un indépendant, tu es un entrepreneur. Si tu devais définir la vie d'un entrepreneur, tu dirais que c'est quoi? La vie d'un entrepreneur, c'est pas ce qu'on croit. Parce que c'est vrai que c'est bien beau sur le devant, mais à l'arrière de la scène, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On se rend pas compte en fait de toutes les concessions qu'on doit faire, tous les sacrifices qu'on a à faire. Mais je pense que c'est vraiment des tests qui nous surviennent en plein milieu du chemin pour vraiment voir si c'est vraiment ce qu'on veut. Mais je pense que moi, tout au long de ces 2 ans, j'ai vraiment eu affaire à beaucoup de challenges qui ont, de un, forgé mon caractère, justement, qui ont aussi permis d'avoir certains automatismes par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense qu'on ne l'est pas en entrepreneur, on le devient. On le devient justement avec le temps, avec les expériences, avec les ratés, avec les mauvais coups, les coups bas, avec aussi les mauvaises gestions aussi par certains moments. Je pense que c'est ça aussi. C'est plutôt le parcours que la finalité. Parce que des fois, lorsqu'on a un projet, on a plutôt la finalité en fait, la fin du projet en tête. Mais le processus, quand tu regardes le processus, c'est là en fait que c'est beau. Et quand
je reviens, je fais un flashback sur les 2 années qui viennent de s'écouler, je me dis en fait, je suis passé par ça. Mais au final, je me sens grandi à l'intérieur de moi. Je me sens comme une personne en fait prête à conseiller d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans peu importe le domaine. Écoute, tu dois faire attention à ça. Je pense que c'est vraiment très important de se dire et de se mettre en tête que c'est pas facile, c'est pas une chose facile. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas malheureusement y arriver. Totalement. J'aime beaucoup ce que tu dis et je pense que ça pourrait être intéressant. Ça d'ailleurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent le prendre comme message parce que tu sais, toi tu sais, mais les gens ne savent pas, mais nous discutons souvent en off. Et je trouve que aujourd'hui, en fait, très peu de personnes mettent un peu la vie en pause et de se poser. Et même toi, je l'ai souvent dit aussi, de se poser et de se dire tiens, je vais regarder mes rétroviseurs et de regarder ce que j'ai déjà accompli. Et ce que tu dis là, je trouve que c'est très très intéressant et très édifiant. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, on court tout le temps et en fait, on ne savoure pas des fois les moments qu'on a déjà pu accomplir et tout ce qu'on a déjà pu faire. Et là, le fait que tu mettes ça en avant, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, pour la nouvelle génération, est importante à savoir, d'entendre et de partager. Donc pour ça déjà, je te remercie aussi. Tu nous parles ici de tous les sacrifices que tu as dû faire. Vu toi, ton emploi qui est quand même assez chargé, comment gères-tu les relations, que ce soit avec la gente féminine, c'est-à-dire même les amitiés ou les amours? Parce que voilà, on dit souvent que oui, quand on est indépendant, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Comment est-ce que toi tu gères cette situation? C'est vrai que c'est très difficile en fait, justement, parce que j'ai eu l'occasion en fait de lire pas mal de livres, d'entrepreneurs en fait qui sont dans la vie entrepreneuriale et qui disent si t'as pas un bon partenaire, tu pourras pas aller loin. Et je pense que ça fait sens. Moi, à ce niveau-là, je suis exempté justement de devoir en fait justement avoir à me rendre des comptes à ce niveau-là parce que je suis seul et que c'est très bien comme ça. Donc à l'inverse, je pense que ça aurait été très difficile justement de concilier les deux parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande aussi beaucoup de serrer la ceinture. Parce que je dois dire qu'au début de cette aventure, je me suis beaucoup serré la ceinture aussi pour justement réinvestir en fait le peu de gains que j'avais dans la société. Et ça, par moment, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui ne peuvent pas le percevoir, qui ne peuvent pas le comprendre directement. Et si elles ne sont pas une épaule ou une aide semblable, justement, je pense que ça ne pourra pas matcher. Ça ne pourra pas en fait faire avancer l'entreprise. Si elle aussi n'a pas la même vision, qu'elle ne regarde pas dans le même chemin et en soutenant son partenaire, je pense que c'est assez difficile. Et avec du recul aujourd'hui, si je te demandais comment est-ce que toi tu arrives aujourd'hui ou celle ou celui qui écoute cette interview à dissocier justement le côté privé et le côté professionnel? Comment j'arrive à dissocier les deux? Ouais. Je trouve que c'est une chose assez compliquée pour moi. Parce que je passe énormément de temps ici dans le salon, je passe énormément de temps à penser, à réfléchir. Je pense que le seul moment où je réfléchis pas, c'est quand je dors. Donc en ce moment, je pense que dissocier les deux, c'est un peu compliqué. Mais au plus on avance, au plus je vois que ça s'allège petit à petit. Je commence à mettre des choses en place. Je commence à mettre des stratégies en place pour me faciliter la vie. Et peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par montrer sa face. Et j'y crois. Si moi je n'y croyais pas, qui le ferait pour moi? Ouais. Et si tu veux pointer aussi une marge de progression que tu as eue ici, par exemple dans ton salon, tu nous as expliqué là tantôt que quand tu es arrivé et que tu as créé ton salon, vous étiez au nombre de 6. Aujourd'hui, je pense que vous n'êtes plus à ce nombre-là. Si tu devais vraiment pointer du doigt certains moments clés de ton évolution ici au salon, ça serait quoi? Les moments clés si je dois pointer du doigt les moments clés en fait qui m'ont vraiment fait changer pour le meilleur, je dirais,
c'était lorsque comment dire, au niveau du personnel en fait, il y a eu un gros changement. Et je pense, mon comptable me l'avait dit dès le départ. Il m'avait dit que, tu sais, les personnes avec qui tu commences, forcément, notamment, ce sont des membres de la famille, souvent, ou des amis, des personnes proches que tu connais, parce que c'est vraiment les personnes que tu as sous la main. Au fur et à mesure du temps, tu vas voir que petit à petit, tu vas les personnes en fait qui sont destinées à rester avec toi pour faire évoluer ton entreprise en fait, viendront au fil du temps et elles seront là pour rester. Donc c'est pour ça que la première vague de personnes qui étaient là au début, c'était plus des amis, la famille et tout. Et avec le temps, on a su, enfin, de fil en aiguille, le personnel en fait a su se constituer comme ça tout seul. Et ça m'a rappelé justement ce que mon comptable m'avait dit au début. Je pense que c'est vraiment le moment clé qui m'a vraiment mis une claque. Mais comme je dis, dans le bon sens. Parce que là, j'ai pu me dire que voilà, si je peux compter, je ne vais pas dire que je ne peux compter que sur moi-même, mais il n'y aura pas beaucoup de monde sur qui tu pourras compter dès le départ. Parce que c'est ton salon au final. Ouais, au final, ouais. C'est toi qui dois rendre des comptes toi-même. Ouais, si. Et donc, je pense que l'investissement de tes partenaires ne sera pas la même que toi. Totalement. Parce que c'est toi qui as la vision. C'est ton rêve à toi. Exactement. Et n'attends pas, en fait, à ce que d'autres personnes, en fait, puissent investir beaucoup plus que toi dans ton rêve, dans ton but, quoi. C'est ça. Ouais, non, je vois. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Souhaiter ma bonne chance, beaucoup plus de salons. Et aussi que la marque de cosmétiques Kemes Grooming, qu'on a lancée justement il y a quelques temps d'ici, qui puisse aussi toucher un grand nombre, enfin le plus grand public justement. Donc, c'était ça pour l'avenir. Écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur. Et juste peut-être pour terminer, juste une petite dernière chose que voilà, j'avais envie aussi de te demander, parce que tu nous as parlé du fait que tu étais coiffeur. Alors, pour ceux qui te connaissent, on sait que tu es un coiffeur, comme tu as parlé d'afro. Pour ceux qui te connaissent bien, savent aussi que tu coiffes les femmes. Comment est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui? Comme un coiffeur afro? Comme un coiffeur de femmes? Où est-ce que tu vas aller demain? Je voudrais vraiment juste qu'on puisse terminer sur ça, parce que je pense que voilà, beaucoup de personnes, des fois, peut-être te voient tes vidéos, mais ne savent pas trop, ou ne savent pas trop, en fait, ce vers quoi tu souhaites aller. Quelle est un peu, toi, ta philosophie par rapport à ça? Ma philosophie par rapport à ça, c'est que, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Donc, lorsque je commence dans le domaine, en fait, j'aimerais bien en fait, toucher à tout, en fait, pour voir un petit peu ce qui me passionne. Et à partir d'un moment, lorsque je fais tout le temps la même chose, en fait, la routine, en fait, ça me tue. Moi, je suis pas une personne, en fait, qui sait constamment faire la même chose tout le temps. Donc, c'est pour ça que de fil en aiguille, je me suis souvent intéressé en fait à d'autres disciplines au niveau de la coiffure, que ce soit la coloration, des coupes masculines, des coupes dames, et aussi tout ce qui est perruque. J'ai participé à différentes formations, différents congrès, enfin différentes présentations justement de coiffeurs en fait internationaux qui donnaient des cours. Et voilà, j'aime bien m'apprendre, parce que je pense que lorsqu'on arrête d'apprendre dans un certain domaine, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à mourir, qu'on commence justement à stagner. Et moi, je pense que stagner dans ce domaine, parce que la coiffure se renouvelle tout le temps. Et moi, si j'aime me définir, je pense que je dirais plus que je suis plutôt comme un couteau suisse. Un couteau suisse. Mais ma spécialité première, on m'a connu en tant que barbeur. C'est ce qui m'a fait vibrer jusqu'à maintenant, c'est ce qui me fait toujours vibrer. Mais j'aimerais bien justement m'élargir, élargir aussi mes connaissances, et aussi toujours avoir ce désir-là en fait d'apprendre, cette soif-là d'apprendre. À partir du moment où je n'aurai plus cette soif-là d'apprendre, ou que je me sentirai en fait accompli au niveau de la coiffure, que ce soit dans n'importe quel domaine, à partir de ce moment-là, je pense que je commencerai à changer de vocation, parce que je n'aurai plus rien à amener ou à apprendre, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette sincérité, merci pour ce partage. Merci à toi, Jessie, de m'avoir reçu. Merci à toi pour ce moment de qualité que nous avons passé ensemble. J'espère que vous avez passé un très bon moment aussi. N'hésitez pas
à mettre des commentaires si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, parce que ça nous fait toujours apprendre. Et surtout aussi peut-être nous donner des tips, des idées pour des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse discuter lors des prochaines éditions. Bonne soirée.